Je ne vais pas aller chez le coiffeur ni chez le barbier, je vais vous parler de fuite de données. Donc 2019, encore, comme toujours, une grosse année riche en fuite de données. On a tout vu. C'est-à-dire, si on regarde sur ce graphique en ordonnée des volumes de données, petit indicateur sur le nombre de données, on a par exemple commencé très très fort avec Collection One, Verification.io, où on était sur des centaines de millions d'identités concernées. On est sur du vol de tout type de données. Alors il y a du vol de données en rouge, encadré en rouge, et puis il y a des expositions de données en jaune. Ça peut être des données d'identité, des adresses mail, des données de géolocalisation, des données biométriques, des bitcoins, ça peut être des données de santé, ça peut être des SMS, ça peut être des fichiers qui sont plus ou moins sensibles. Ça peut toucher tout type d'organisation. On a des réseaux sociaux, on voit pas mal de logos Facebook qui sont directement attaqués ou alors via des fournisseurs. Et ça peut être également des sociétés comme des banques, des assurances, des éditeurs de logiciels dans le domaine du jeu vidéo, mais également dans le domaine de la sécurité informatique. Donc une année assez riche, c'est pas exhaustif, c'est un petit top 50. Si on s'arrête sur quelques-unes, on peut en prendre quelques-unes pour comprendre un petit peu le panel qu'on a. GitHub, c'est une plateforme de développement logiciel. Donc là, les données qui ont fuité, c'est du code source logiciel. Ça représentait à peu près 1000 utilisateurs et 392 dépôts de code source. Donc ici, les propriétaires du code étaient rançonnés. C'était 500 €, 0,1 bitcoin. Faute de quoi, le code source n'était pas restitué. Alors il était probablement backupé, mais il aurait été diffusé ou utilisé à d'autres fins, donc le secret professionnel engagé. Binance, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc eux, ils se sont fait hacker directement et ils ont perdu à peu près 7000 bitcoins. Donc on est sur 42 millions de dollars qui ont fuité. Ils ont pu couvrir la perte directement avec un fonds qui était dédié à ce type d'incident. Bien qu'un fondateur qui s'appelle Justin, j'oublie son prénom, son nom, pardon, le fondateur de la monnaie virtuelle Tron, Justin Sun, avait proposé, lui, de couvrir directement la perte parce qu'il avait un petit peu de liquidité en Bitcoin et il pouvait les aider. De façon plus légère, l'Académie de Lille, on a eu les résultats du bac avant les résultats du bac. On était sur une plateforme qui datait de 2007, une interface web qui était toujours branchée sur la base de données des résultats du bac. Et donc, quelques heures, quelques jours avant, les données ont fuité et puis on a eu les résultats avant. Dans un autre style, Brian's Club. Donc, Brian's Club, c'est une plateforme de vente de données de cartes bancaires, cartes de débit, cartes de crédit. Il y a eu une opération par des white hats qui ont pu pirater cette base et récupérer l'équivalent de 26 millions de cartes bancaires, donc un total peut-être de 500 millions de dollars. Et c'était une plateforme qui cumulait des vols de cartes bancaires et qui les commercialisait sur cette plateforme. Plus tard, on s'est rendu compte que ce n'était pas des white hats, mais c'était un concurrent qui s'appelle Mr. Green qui a démonté cette plateforme pour pouvoir favoriser la sienne. Et puis, plus gênant également, on a eu quelques cas de donc Luchus, qui est un site américain à contenu pornographique, qui a touché 1 200 000 personnes, dont 40 000 Français. Sur cette attaque, ce qui était intéressant, entre guillemets, c'est que 80% des gens qui étaient inscrits sur ce site utilisaient leur vrai nom, prénom ou vraie adresse mail. Ils n'utilisaient pas un faux, un pseudo ou quoi que ce soit. Et puis sur l'autre qu'on voit ici, qui s'appelle hookers.nl, donc un site hollandais de mise en relation de clients avec des prostituées, la prostitution étant légale en Hollande, le problème, c'est la nature des données volées. Donc on s'expose vraiment à du chantage, on s'expose à des éléments qui nous font penser et qui nous rappellent l'affaire Ashley Madison de 2015, qui s'était suivie par de nombreux divorces, voire certains suicides. Donc, si on fait un petit focus, par exemple, sur l'affaire Capital One, donc Capital One, c'est 106 millions de clients de la banque américaine Capital One qui ont été concernés par cette fuite de données. Là, qu'on est sur des données personnelles, des données bancaires. C'est une attaque qui est originale au sens où ça s'est résolu très très vite. Entre le moment où on s'est rendu compte de l'attaque et le moment où on a arrêté l'attaquante, qui se faisait appeler erratique sur les réseaux sociaux, il s'est passé 10 jours. 10 jours parce que tout simplement, elle s'était vantée de ses exploits sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Slack, et donc elle s'est fait arrêter évidemment très très vite. Il s'est passé entre le 19 juillet et le 29 juillet. Autre élément important, c'est que cette personne-là, elle avait travaillé quelques années chez Amazon, quelques années auparavant, et puis elle a utilisé ses compétences et sa connaissance des infrastructures AWS pour s'infiltrer chez Capital One et extirper les données de 106 millions de clients. Aujourd'hui, on en est au fait qu'elle attend son procès, elle risque comme 5 ans de prison et 250 000 $ d'amende,
Et puis Capital One, ils ont commencé à valoriser le montant de la perte pour eux entre 100 et 150 millions de dollars. Et ça, c'est là où on en est. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout terminé. C'est sans compter les plaintes et tout ce qui va s'en suivre maintenant à partir de 2020. Desjardins, qui est un autre cas tout à fait intéressant, qui a traumatisé le Québec cette année en termes de fuite de données. On a eu surtout une communication assez catastrophique, CF, la présentation de Garance au préalable, sur différentes vagues de communication et pour aller jusqu'à 8 millions de données clients et 200 000 entreprises, donc des données d'identité, des données, des données bancaires également. Ici, on n'est pas du tout sur une attaque très élaborée. On avait un salarié qui travaillait au marketing chez Desjardins qui a sorti les données depuis quelques temps sur des clés USB et qui transmettait à un ami à lui qui était prêteur privé et qui lui-même servait d'intermédiaire à des courtiers privés qui se servaient de ces fichiers-là pour faire leur petit commerce. Donc lui, il a été payé quand même en chèque vacances, en carte ticket restaurant, équivalent chèque cadeau, quelques milliers de dollars. Et on voit en bas les conséquences pour Desjardins qui ont été catastrophiques. Pour l'instant, on est à peu près à 70 millions de dollars. Ça, c'est le montant de l'assurance Equifax, la protection Equifax qu'ils ont prise, sachant qu'il y a énormément de plaintes, il y a des recours en cours. La personne n'a pas encore été jugée. Il y a eu toute une campagne sociale sur le fait que c'était cette personne et on l'a mise un petit peu au pilori. Il ne se rendait pas forcément compte de ce qu'il faisait. Donc c'était un pion. Il a même été confondu avec d'autres personnes. Donc il y a eu énormément d'éléments compliqués. Et puis il y a eu beaucoup de licenciements chez le dirigeant Desjardins et ça continue à faire l'actualité au Québec. On a même des pétitions pour avoir des changements possibles des numéros d'assurance maladie puisque toutes les données ont été piratées. En termes de conséquences financières, donc je viens d'en citer une pour Desjardins et pour Capital One. On a également cette année, donc cet été, en juillet-août, on a eu des chiffres sur les amendes qui ont été infligées à Equifax, donc 700 millions de dollars pour une fuite de données de 2017 qui avait touché, c'était 150 millions de personnes. On a eu des montants assez astronomiques également pour British Airways et pour le groupe Marriott, où là, c'est l'autorité de protection des données britannique qui a condamné ces personnes respectivement à 99 millions de livres et 183 millions de livres pour des fuites de données qui avaient concerné entre 500 000 et 500 millions de personnes dans le cas de Marriott. Donc on a un facteur beaucoup plus important, avec des amendes somme toute assez équivalentes. Ça, c'est vraiment ce qu'ils ont pris en termes d'amendes, sans considérer l'exhaustivité des coûts que ça représente pour eux. Concernant l'usage des données pour les victimes, on a eu une map ici qui est tout à fait intéressante, où c'est la localisation précise des adresses postales des carabiniers du Chili, qui ont été, donc ces données ont été hackées, ça concernait 20 000 personnes. On a eu à peu près plusieurs sites internet qui ont diffusé les adresses exactes de ces gens-là, dont le métier était de faire régner l'ordre, entre guillemets, pendant les manifestations et les mouvements sociaux qui ont démarré en octobre au Chili, donc avec une exposition de données assez critique pour ces personnes-là. Tout ce qu'on a vu dans les présentations précédentes, la fuite de données est souvent à l'origine de beaucoup de choses, c'est-à-dire le simjacking. On a des témoignages de personnes, des gens de chez Desjardins qui vivent un enfer depuis toutes les usurpations d'identité qui vivent. On a également beaucoup d'éléments, on a parlé tout à l'heure de sextorsion, qui partent de fichiers qui ont fuité pour ensuite aller faire chanter les gens. Et puis on a vu cette année, par exemple, des déclarations d'impôts qui ont été trafiquées pour récupérer des abaissements et puis des virements peut-être sur des comptes qui avaient été changés directement parce qu'on avait récupéré les logins mots de passe des gens en question. Voilà. Et puis plus léger peut-être, mais bon, il y a pas mal de collégiens qui se baladent sur des trottinettes électriques, et en fait, ils financent les comptes associés à ces trottinettes avec des cartes bancaires volées aux États-Unis qui proviennent de fuites comme Capital One ou Desjardins. Et donc, des professeurs se demandent comment ces étudiants arrivent à se balader toute la journée en trottinette et pourquoi ça ne leur coûte pas un bras. En termes de montant des données, c'est compliqué d'expliquer. Ce qu'on peut juste dire dans le volume, c'est qu'une carte bancaire, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs, ça n'a pas le même prix. Un full Z, c'est-à-dire un fichier qui permet de constituer complètement une usurpation, enfin une identité complète dans le but de l'usurper. Ce sont des prix qui ont baissé ces dernières années, alors pas sur les cartes bancaires, mais en tout cas sur les full Z. Plus la donnée est légère, c'est-à-dire adresse mail, on a tellement de bases aujourd'hui que l'offre et la demande fait que ça vaut moins cher. Et un full Z, ça valait quelques centaines de dollars il y a quelques années, il y a 2 ans, peut-être 600, 800 selon les sources, et puis aujourd'hui à peu près 150 à 50 selon les sources. On voit que Brian's Club, par exemple, ils avaient engrangé pas mal de millions de dollars avant de se faire piquer leurs cartes. On était sur plus de 120 millions de dollars pour les 9 millions de cartes. L'impact du cloud dans tout ça, parce que forcément ça facilite, on voit bien qu'il y a beaucoup de fuites de données qui sont liées, par exemple à une mauvaise configuration d'un moteur de recherche Elasticsearch, par exemple par rapport à des failles 0D sur un forum vBulletin, par rapport à une mauvaise configuration, une non-protection, l'absence de mot de passe sur des infrastructures Amazon S3, MongoDB ou autres.
On a encore des attaques de type Mashcart qui vont récupérer directement, pendant le paiement, les informations bancaires. Donc toutes ces attaques-là sont vraiment directement liées à des infrastructures cloud. Et aujourd'hui, pour revenir sur la présentation ransomware qu'on a eue, la nouvelle tendance, c'est qu'effectivement, les ransomware, les rançongiciels vont vous prendre vos données et menacent de les faire fuiter directement si vous ne payez pas la rançon parce que vous considérez que vous avez déjà un backup et que vous pourrez vous en sortir sans eux. Voilà, et pour finir, je ne saurais que trop vous conseiller de vérifier quand même si vos emails personnels ou professionnels ne sont pas sur ce site-là. Pour la petite histoire, celui qui apparaît là, il est vraiment, c'est pas un montage, hein. Il a fait partie de la fuite Zynga. Zynga, c'est un éditeur de jeux sur iOS Android qui s'appelle Words with Friends. Donc il semblerait que notre ami Trump joue à ça. Voilà, et puis maintenant je passe la parole à Loïc.